Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, chers citoyens de Rouen et du monde, puisque nous sommes sur Internet. Bienvenue au quatrième webinaire organisé par la ville de Rouen et le groupe de travail économie sociale et solidaire, un webinaire organisé dans le cadre de ce contexte Covid, puisque depuis 2014, nous participons au mois de l'ESS de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et bien entendu, le présentiel a été annulé. Alors, de manière très rapide, nous avons organisé cinq webinaires pour être évidemment en lien avec les habitants, pour que le réseau ESS aussi puisse débattre entre eux, mais aussi avec la population, et pour pouvoir continuer évidemment à débattre et à maintenir ce lien. Et donc, c'est un peu la thématique de ce soir, puisque nous nous sommes questionnés sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans sa capacité à maintenir un lien social. C'est une préoccupation de base de l'économie sociale et solidaire, mais c'est évidemment plus accru dans le contexte que nous vivons tous, c'est-à-dire le contexte Covid. Donc, je salue ce soir la présence parmi nos invités et nos intervenants, Joël Bordet, qui est psychosociologue et qui est membre d'un réseau de recherche qui s'appelle Jeunes, Inégalités sociales et Périphérie. Elle expliquera d'où elle parle et elle nous présentera son travail et ses études en lien avec la thématique que je vous ai présentée. Je salue la présence de Daniel Boutout, qui représente le Secours populaire et qui nous exprimera ce que sa structure a pu observer dans cette période de Covid et comment ils ont pu agir. Je salue également la présence de Patrick Lepage, qui est le directeur de l'Abeille, qui est une entreprise d'insertion du bâtiment et qui, lui aussi, je le sais, a des choses à dire sur notre sujet. Et enfin, je salue la présence de Caroline Dutartre, qui est adjointe aux solidarités, aux personnes âgées, politiques de la ville et de l'insertion, et qui fera une intervention sur le soutien et l'action de la ville dans ce secteur. Donc, je vais donner la parole à Joël Bordet. Donc, Joël, je vous propose, voilà, de débloquer votre micro. Très bien. Alors, bien entendu, hein, l'objectif, c'est un échange, c'est un débat. Donc, il y a les introductions, les interventions du début, et ensuite, on échangera avec celles et ceux qui sont présents. Il y a des possibilités de poser les questions par le chat. Et avec Daniel Corredor et Fabien Grouzel qui travaillent à la ville, nous allons tenter d'animer ce débat, et qui est aussi rediffusé sur la chaîne YouTube de la ville de Rouen. Voilà, j'ai assez parlé. Joël, je vous passe la parole pour une 25 minutes. Hein, c'est ce qu'on a calé sur notre thématique. Voilà, à vous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à ceux que je connais et que je vois là, et qui effectivement sont des gens avec qui, j'allais dire, j'ai la chance d'être compagnon de route depuis longtemps, et qui, je crois, m'ont beaucoup appris aussi sur l'économie sociale et solidaire, en lien en particulier avec la prévention spécialisée, ce qui n'est quand même pas tous les sites qui s'ouvrent comme ça à l'économie sociale et solidaire à partir d'une posture éducative. Donc, comme je suis effectivement maintenant devenu depuis longtemps un compagnon de route aussi de la prévention spécialisée, ben, je trouve que c'est très important ce lien. En fait, je n'avais pas prévu de le dire, mais entre l'éducatif et le social, et le lien social, et que les choses ne se morcellent pas en fait en termes de difficultés objectivées. Et on voit très bien que pour les gens, tout est en fait relié et tout leur tombe dessus à peu près en même temps. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui fassent comme ça des liens entre des secteurs, et que l'économie sociale et solidaire soit capable de fédérer aussi ces différentes approches dans quelque chose qu'on pourrait appeler la demande sociale, le lien social, en tout cas, et la question de faire face aux difficultés.
dans une approche, j'allais dire, de solidarité ou de bien ensemble. Donc, nous, voilà, je représente plutôt les travaux d'un réseau qui s'appelle Jeunes Inégalités sociales et Périphéries. J'étais chercheuse pendant longtemps au Centre scientifique et technique du bâtiment. J'ai eu la chance de travailler avec les ingénieurs des ponts, mais aussi dans un laboratoire qui travaillait beaucoup sur les questions de l'habité. Et l'habité pose la question, forcément, aussi d'économie sociale et solidaire, et de comment, on sait bien que chez les bailleurs sociaux, voilà une question importante. Donc, en fait, j'anime ce réseau depuis pas mal d'années maintenant et il y a à la fois une dimension internationale. Cet après-midi, j'avais une réunion parce qu'on a fait que 80 jeunes s'envoient des lettres de 9 pays pour se dire comment ils vivent le corona. Et puis ce soir, je suis avec vous à partir d'un travail où on a écouté 43 professionnels pendant le premier confinement sur 17 sites en France. Et donc, ça donne quand même une certaine pesanteur qui nous a permis de repérer quand même pas mal de choses. Et ça a donné 200 notes d'entretien, un gros rapport. Et aussi, on a été interviewé par la commission du haut travail social, plusieurs articles. Et on fait, pour ceux qui intéressent, on fait une web TV avec les CMA le 14 décembre à plusieurs voix sur justement ce travail et aussi des capsules sonores parce que je pense que ça a été une période à la fois très difficile. On se remet en mars, on se redéplace là. Et on voit ce que c'est qu'on est au café avec un copain, on dit demain on est confiné, et nous on ne fera pas rien pour le quartier populaire et on invente ça. C'est-à-dire on se dit il est hors de question que nous on soit coupés, quoi, et on va inventer quelque chose parce qu'aujourd'hui on a les capacités avec le téléphone, le numérique, d'être en lien. Et je pense que la question numérique, elle est évidemment centrale. Imaginez qu'on n'ait pas le numérique, quoi. Là c'est vrai que la possibilité d'avoir toutes ces communications, d'inventer ensemble, mais qu'est-ce que ce serait le lien social si on n'avait pas ça. Donc je pense que cette question permanente du présentiel, du numérique, et de faire aussi qu'on arrive à la question de l'immatériel. Et je pense que, je me permets, mais ce n'est pas tout à fait par hasard que des mesures aussi graves que la loi de sécurité générale est énoncée aujourd'hui, parce qu'en fait, on a affaire aussi à des formes de sécurité immatérielle. Et donc là, il y a une réflexion intéressante à avoir sur l'ordre public des faits et l'ordre public immatériel. Et je pense que pour l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie question, parce que ce qui va arriver là dans les quartiers populaires, c'est pas rien du tout, le contrôle de l'immatériel. Alors ça rentre plutôt par la question, on va dire, autour de la question de l'antiterrorisme, mais on voit bien que ça va pas s'arrêter du tout à l'antiterrorisme. Et ça, je pense qu'on est dans un moment très, très important qui n'était pas le premier confinement, mais qui là ouvre à des questions qui vont être nos questions longtemps. Donc, de fait, tout ce travail a été aussi classé dans les archives du CNAES. Le CNAES, c'est le Centre national de l'histoire de l'action sociale, dirigé aujourd'hui par Bernard Eckel, que aussi certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'il était le fondateur-directeur du CNLAPS. Et que, voilà, et donc tout ce travail, il fait mémoire. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut aussi repérer que pour faire de l'économie sociale et solidaire, j'allais dire, dans une dynamique de lien social, il y a bien quelque chose de la dynamique de mémoire qu'il faut mettre au travail, et que ça ne sera pas l'ajustement de dispositif ou l'ajustement face à chaque difficulté qui va faire de l'économie sociale et solidaire. Parce que sinon, ça sera de la mise en place de dispositifs. Mais je ne crois pas qu'on ait besoin du concept d'économie sociale et solidaire pour faire ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler avec la mémoire des habitants, avec la mémoire des professionnels, les mémoires de l'institution publique, et donc le ressenti. Alors nous, on a été très centrés effectivement sur le ressenti par tous les acteurs de ce que ça faisait que de vivre quand même cette expérience incroyable internationale. Parce que tout le monde quand même a affaire à la même chose. Là, cet après-midi, on discutait entre le Sénégal, Mayotte, la Tunisie, Israël, enfin, c'est quand même une situation qu'on n'a jamais connue. Et ça aussi, c'est intéressant. Si on ne veut pas savoir qu'effectivement, on travaille du local au mondial aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'articulation même, je crois, de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi quelque chose entre le local, le national et le mondial. Et là, c'est là qu'il y a de la dynamique, en fait. Quand des jeunes, ils disent, ça c'est trop marrant, quand les jeunes, ils disent, nous, on est la génération Covid, toi, mon frère, c'est nous qui allons changer le monde, quoi. Alors là, tu te dis, bon, ça y est, ils y sont déjà, quoi. Ils y sont tout de suite, quoi. C'est-à-dire que là aussi, il faut entendre la jeunesse, parce que c'est elle aussi qui a une capacité, en fait, toujours, qui a l'énergie à déjà se projeter, même dans une situation
où c'est incroyablement difficile de se projeter face à la multiplicité des incertitudes. Et je pense que là, cette question de la temporalité, la question du temps, elle a été au cœur du premier confinement. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu très, très, très peur de jamais avoir la possibilité, inconsciemment, je pense, mais j'ai eu super peur, je pense que jamais je sorte de l'enfermement. Hein. J'ai eu la trouille, hein, je peux vous dire. Et c'était un truc, je savais bien rationnellement que j'allais sortir de l'enfermement. Mais quand tout se ferme d'un seul coup, quand tout s'arrête, quand tout se fige, et imaginez dans les quartiers populaires. Alors, je vais vous dire en quelques mots comment on a analysé le processus du premier confinement. Et ça a été le même processus partout. Ça, c'est clair. Dans tous les sites, en tout cas, c'est le même processus. Et nous-mêmes, j'allais dire, alors ça aussi, c'est une situation qui est très rare. C'est que là, on a été en miroir, tous, de ce que vivaient les gens dans les quartiers populaires. Ça ne veut pas dire qu'on vivait pareil, pas du tout. Je ne crois pas du tout que j'ai vécu le même confinement. Mais on était dans la même épreuve. On a été éprouvés dans la même chose et d'ailleurs confrontés aussi de la même façon, j'allais dire, à la façon dont le gouvernement et le pouvoir pouvaient parler de cette question, qui n'était pas du tout facile non plus de gouverner dans une telle période. C'est sûrement très, très difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aussi, la position de miroir, ça veut dire qu'un professionnel qui écoutait quelqu'un du réseau, qui écoutait un professionnel sur un site, lui-même se mettait en miroir du confinement. Et là, le processus, en fait, il a été le même, mais pas vécu du tout pareil. Alors, par exemple, le premier temps du processus, c'est clair, ça a été la sidération. Mais c'est vrai, rappelez-vous, du jour au lendemain, tout est fermé. Les transports, les commerces, il n'y a plus que ceux qui bossent là pour le travail essentiel. Mais la ville, elle est figée, les quartiers sont figés. Et non seulement ça, il n'y a plus de lieu d'accueil pour les gens des quartiers populaires. On a des quartiers populaires qui vivent de l'accueil, qui vivent parce qu'on va aller au centre social, parce qu'on va aller à l'école, parce que face, j'allais dire, à une forme d'assignation, de ségrégation quand même des quartiers, qu'est-ce qui fait mouvement? C'est aussi l'accueil, et c'est aussi le déplacement interne dans le quartier, mais aussi externe, la possibilité de prendre les transports. Du jour au lendemain, des familles, des jeunes, des gens qui tous les jours s'appuient en fait sur l'accueil, sur le déplacement, sur la mobilité, c'est terminé sauf pour aller travailler. Bah, ça, c'est un truc immense, quoi. Et surtout, la mise à distance de tous les professionnels qui, au quotidien, sont ceux qui les accueillent, qui les suivent, qui les entendent, qui les soutiennent. Je veux dire, et ça a produit tout de suite un retrait à l'intérieur des familles. Mais ça a aussi produit de la peur, et avec une espèce d'incompréhension aussi de la maladie, de l'épidémie. Mais en clair, est-ce qu'il faut faire tout ça? Parce que quand même, cette épidémie, on ne la voit pas. On ne la voit pas, puis on n'a pas tant de gens malades que ça autour de nous, dans un premier temps en tout cas. Après, on verra que les statistiques de mortalité dans les quartiers populaires, c'est pas rien, hein, c'est 79% de surmortalité à Stein, c'est 67% à Saint-Denis, c'est 63% à Gennevilliers, c'est une statistique région parisienne. Hein. C'est pas rien, quoi. Donc, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'invisible dans cette menace, et je pense que pour les gens, c'était extrêmement difficile d'intégrer que de fait, il fallait prendre des mesures et en plus, les mesures, elles ne sont pas faciles à prendre. La grandeur des logements, la façon dont on vit dedans, c'est les quartiers populaires, on vit dedans dehors quasiment en permanence, et en particulier pour les jeunes. Donc, alors, du coup, on a assisté à plusieurs types de façons de faire. Les garçons, beaucoup de jeunes garçons quittaient les maisons, ont créé des lieux à distance, et de la police et des familles, mais ils rentraient dormir chez eux. Donc, c'est des formes de nouveaux squats, hein, on peut dire ça, enfin, de nouveaux groupes, on va dire, à distance, qui étaient dans des lieux pas très accessibles. Et on a quand même un paquet de jeunes qui ont quitté la scolarité, en particulier des lycées professionnels, et qui aussi, pour une part, ont été pris davantage par l'économie parallèle, de plus en plus jeunes comme guetteurs. Parce que l'économie parallèle, dans un premier temps, elle semble avoir plongé, mais assez vite, elle a repris beaucoup du poil de la bête. Donc, du coup, c'est très, très intéressant parce que l'économie parallèle, c'est aussi une forme d'économie solidaire dans les quartiers populaires. Je sais que ce n'est pas très bien de dire ça comme ça, mais c'est quand même la réalité. Il y a des familles qui en vivent en partie. Et donc, quand il n'y a plus que ce réseau-là qui vit, on peut penser que le rapport de force avec l'économie légale, il est particulièrement difficile. Donc, je pense qu'en termes d'économie sociale et solidaire, cette question-là de l'économie, de l'argent qui circule, de l'argent légal, illégal, des formes de solidarité, c'est super important à jamais oublier. Parce que de fait, on ne va pas sortir de l'économie illégale comme ça. C'est impossible. Donc, et on assiste aussi à une forme d'ubérisation, c'est-à-dire de plus en plus de jeunes, en tout cas,
qui, j'allais dire, par exemple, ont été des livreurs, ils livraient la pizza et le cannabis avec. Hein. Donc, le système client, il n'a pas disparu. Et ça a été une manne, au même titre qu'Amazon ou d'autres choses. C'est-à-dire, et là, ça a ubérisé encore davantage les quartiers populaires. Donc, c'est intéressant hein, de regarder quand même sur le lien social et sur le lien entre les jeunes. Qu'est-ce que ça a produit, cette phase de confinement, et que ça n'a pas produit que de la solidarité collective. Ça a produit aussi de l'individualisation, parce que de toute façon, il fallait bien s'en sortir. Et qu'on a vu aussi des choses qui nous ont inquiétés pas mal, c'est le retrait des jeunes filles renfermées dans les logements, avec des frères là pour le coup, les frères qui les contrôlaient beaucoup. Et donc, un espèce de retrait de l'espace d'autonomie des filles. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, réellement, la reconquête des espaces d'autonomie par les jeunes filles, elle n'est pas donnée d'avance. Quant aux violences sociales dans les familles, il y en a eu, des violences familiales, et avec un retrait de la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels de proximité avaient personne à qui renvoyer le bébé pour pouvoir effectivement le traiter. Donc, il y a eu aussi comme ça un entre-soi entre les professionnels et les familles pour pouvoir en fait faire face. Alors, très vite, nous, les professionnels, en tout cas qu'on a écoutés, se sont reposés la question de la présence. Très vite. Ils se sont dit, mais nous, on ne peut pas rester comme ça à distance tout le temps. Ça ne marchera pas avec les familles avec qui on bosse, ni les jeunes. Et beaucoup ont recréé des protocoles pour revenir assez vite, en fin de compte, faire du présentiel. En tout cas, chez les éducateurs, il y en a eu quand même pas mal. Et là, c'est là que c'est des centres sociaux. Moi, j'ai vu des centres sociaux beaucoup se remobiliser. Et là, c'est là qu'ils ont inventé des choses. Et la deuxième phase, elle a été beaucoup plus une phase d'invention. En plus, la commande publique était franchement à distance. Donc, du coup, il y avait une manne d'initiatives, parce que là, personne n'emmerdait personne, pour être clair, si je suis un peu direct. Donc, ça veut dire que là, il y avait une initiative des professionnels de proximité. Ils avaient plutôt du mal à se faire entendre, mais enfin, ils ont pu faire des tas de choses. Et je peux vous donner des exemples très intéressants parce que c'est bien au-delà de la question alimentaire, c'est bien au-delà du caritatif. C'est-à-dire, il y a quelque chose, nous, on appelle ça dans notre jargon de psychosociologue des communautés de vie. Les quartiers font des communautés de vie. Les quartiers font des communautés de vie, et plus on les reconnaît, plus on les valorise, plus on les aide, plus en fait, ça permet effectivement de lutter contre les dits, soi-disant, communautarismes, ou en tout cas les phénomènes de retrait et d'enfermement, voire d'emprise par des groupes qui effectivement pourraient se servir des retraits. Donc je crois qu'on a vraiment intérêt à soutenir les communautés de vie, et l'économie sociale et solidaire est au cœur de cette question-là. C'est quoi faire communauté de vie dans les quartiers populaires, en lien avec les municipalités, en lien avec les préfectures, en lien avec toutes nos institutions, en lien avec l'école. Et je pense que cette question-là, il ne faut surtout pas y renoncer, quoi. C'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi une question qui a été très, très dure dans les familles, c'est la question scolaire. La question scolaire a été très dure, tout simplement parce que la rupture numérique, elle s'est aussi énormément affirmée. Donc, c'était très dur aussi de passer d'un moment à l'autre, tout d'un coup, à un enseignement numérique, quoi, ou un enseignement même à distance. Donc, et c'est pour ça que les garçons, d'ailleurs, ont quitté souvent les familles en disant « Nous, on fout trop le bazar dans les familles, il faut que nos petits frères et nos petites sœurs puissent travailler, alors on s'en va. » Et ça, il faut l'entendre dans la dynamique intrafamiliale. La dynamique, donc, aussi quelque chose qui a été très intéressant, c'est que pour une fois, les professionnels, il fallait qu'ils demandent pour rentrer dans les familles. La famille qui ne voulait pas le laisser rentrer, il ne rentrait pas. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Les familles, elles vont dans les guichets, là, elles sont reçues ou pas reçues. Mais là, c'est l'inverse. C'était, on veut des professionnels ou on n'en veut pas. Et donc, les professionnels, ils avaient aussi à aller vers, mais pas seulement aller vers les jeunes dans les halls d'escalier, aller vers les familles et se faire accepter par elles. Ah, ça, c'est très intéressant. La façon dont ils ont été accueillis par les familles ou pas accueillis, et le type de contrat qui s'est passé avec les familles. Et ça, je trouve que sur la question de l'économie sociale et solidaire, sur la question de faire communauté de vie, le pouvoir qu'on donne aux familles, ça, c'est une question centrale. C'est une question de respect, mais c'est aussi une question, et là, c'est un élément intéressant de ce moment-là. Donc, je vais vous donner quelques exemples de solidarité, moi, qui m'ont intéressée, mais aussi de dynamique collective. Alors, je vais commencer par une qui est plutôt drôle, parce que ça, c'est chez les éducs. Alors ça, c'est des jeunes, ils se sont organisés pour faire des pompes. Vous savez ce que c'est que de faire des pompes. Et alors, ils vont chercher l'éducateur en visio, hein, et ils lui disent, bah, maintenant, en réseaux sociaux, visio, je ne connais rien, et ils disent, maintenant, c'est toi qui vas faire l'arbitre. On n'a jamais vu un éducateur rentrer dans les familles, faire l'arbitre avec des jeunes qui font des pompes chez eux, quoi. Donc, il y a une modification du rapport public-privé, une modification du rapport avec les jeunes,
Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, cette rapport public-privé et comment ça s'est transformé avec la présentielle numérique, je vous assure que nous, on a regardé ça de très près. Hein. Et c'est drôle, quoi. Un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est intéressé, c'est, bon, vous savez qu'il y a bien des gens qui ont eu faim et que la question alimentaire, elle s'est posée très vite pour un certain nombre de familles, en particulier à cause de la fermeture de la cantine scolaire. Je crois que la fermeture des cantines, ça a été un truc, mais alors ça a fait basculer des familles entières, surtout des familles monoparentales où il y avait vraiment une fragilité sur la rentrée de l'argent. Et alors là, je pense au Centre social projet à Lille, que je connais bien, Faubourg de Béthune, où ils se sont dit, mais nous, il y avait trop de gens qui avaient honte d'avoir un panier CAF, quoi. C'était la honte hein, d'aller chercher à manger quand même. Franchement, pour beaucoup de familles, il faut se rendre compte de ce que c'est. Tout d'un coup, on n'a même plus de quoi nourrir ses enfants, quoi. Donc, face à cette question-là, ils se sont dit, on va inventer quelque chose avec le panier CAF. Alors, ils ont fait des paniers avec les produits des agriculteurs locaux. Et après, dans le panier, ils ont mis la recette de la diététicienne et ils ont fait la recette à 40 familles en visio. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment, à partir d'une situation, parce qu'on veut la dignité, parce qu'on va en faire quelque chose de créatif, eh ben, on va aussi mettre au travail la question de l'insertion avec les agriculteurs, et là, il y a la question de la créativité. Et ça, c'est très intéressant, c'est qui va faire créativité à un moment donné et entraîner, en fait, la possibilité de ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai trouvé les centres sociaux très présents, ceux que je connais sur ces questions, mais on a eu aussi des associations. Alors, je connais bien un peu le Secours Pop, je sais très bien l'immense boulot, en tout cas, qui se fait sur Paris, parce que j'ai des copains au Secours Pop à Paris. Donc, j'y étais avant-hier, là, au centre à Paris, là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je pense que ça, c'est des lieux vraiment où on apprend les solidarités. Un autre exemple, c'est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très intéressée par le travail de l'école des adultes à Saint-Étienne-du-Rouvray parce qu'ils ont une force d'invention là avec Guylaine Moreau. Et donc, ils ont créé une chaîne YouTube et ils avaient repéré en fait que les gens qui viennent à l'école des adultes, qui sont quand même beaucoup de gens qui sont arrivés sur le territoire français depuis récemment, ou des mamans ou des femmes qui ne parlent pas très bien français, eh bien, ils avaient inventé une chaîne YouTube. Et dans la chaîne YouTube, en fait, ils expliquaient le discours du Premier ministre. Alors ça m'a vraiment plu. Parce qu'il avait un mot, Édouard Philippe, c'était quelque chose autour de non, c'est pas l'impossibilité. Enfin, il y avait un mot qui était difficile à piger dans la façon dont il l'utilisait. Et Guylaine Moreau a pris les morceaux de discours et les a commentés. Elle les a expliqués. Et du coup, ça, c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire, elle a aussi expliqué pourquoi on faisait ça. Alors après, on peut être critique. Mais si on veut lutter contre le complotisme et tout ce qui peut se dire aujourd'hui, et ça, c'est une question qui revient d'une certaine façon, en tout cas aux communautés de vie. Et on a vraiment intérêt à lutter contre le complotisme et contre les attitudes contre la science aujourd'hui. C'est impressionnant. Moi, c'est quand même assez impressionnant. Et là, c'est vrai que ça tient aussi à l'incompréhension de ce qu'on oblige, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y avait tout un travail qui s'est fait comme ça. Je pense aussi à la chaîne YouTube qui s'est fait à Dieppe avec le foyer Duquesne, où vraiment il s'agissait de dialogue entre les habitants. Donc, je pense aussi que cette question de quel usage on fait des outils numériques, des espaces numériques, dans cette question immédiate de la solidarité, ça, c'est très intéressant. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va se dire, et d'ailleurs, on a tous inventé avec ça quand même, hein, on nous aurait dit qu'on passerait autant de temps sur les Zooms et tout ça il y a quelques mois, on n'y aurait jamais cru. Hein. Donc, il y a bien quelque chose d'une force d'adaptation qui est quand même tout à fait incroyable. Et bien, on a la même chose dans les quartiers populaires. Les gens ont une capacité d'adaptation, d'invention, de créativité, c'est ça qu'il faut saisir. Une autre chose aussi qui a été très marquante, c'est les solidarités avec les étudiants. C'est-à-dire comment il y a vraiment eu des effets de solidarité avec des populations qui ne sont pas des quartiers populaires, mais qui ont été très fragilisées par la situation. Et on a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi là. Donc, je pense que de repérer comme ça l'ensemble, beaucoup d'inventions, nous, dans notre rapport, on a écrit plein de situations qui sont justement ces situations d'invention. Et je pense alors la troisième phase a été assez douloureuse dans ce qu'on a analysé parce que c'est le moment où les protocoles sanitaires sont tombés sur la tête des gens au moment des réouvertures et c'est quand même vrai que la commande publique, je pense quand je dis ça, je pense à la politique de la ville même, hein, je leur ai dit d'ailleurs au niveau national ou au préfet, aux délégués, etc., au département, mais des fois aussi municipalité. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de travail de fait pour collecter, j'allais dire, toutes ces inventions et voir à leur donner une suite.
Par exemple, en tout cas, dans un lieu que je connais bien, ils avaient créé un atelier pour faire des masques. Quand ils ont voulu s'installer en coopérative, il y avait quand même 150 personnes qui y travaillaient. Hein. Eh ben, ça n'a pas été possible. Hein. Alors, est-ce qu'ils se sont mal débrouillés? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y avait une reprise de travail possible, en tout cas d'espace intermédiaire, qui n'a pas été pris. Je pense aussi à tous ces jeunes qui se sont investis dans la solidarité, qui étaient prêts à passer à des volontariats rémunérés, c'est-à-dire d'avoir déjà eu un pied dans quelque chose qui ressemble au travail. Eh ben, trop souvent, on n'a pas pris Non, on a valorisé le bénévolat. Mais attendez, il y a plein de jeunes, ils disent, nous, notre problème, c'est pas d'être bénévole, c'est d'être solidaire avec nos familles et avec le quartier. Mais on aimerait bien quand même gagner de l'argent. Donc, si on pouvait être rémunéré un petit peu par rapport à l'effort qu'on fait pour le quartier, ben, on serait content, quoi. Donc, je crois aussi que cette question de comment... moi, je ne suis pas pour, en fait, valoriser le bénévolat au sens du bénévolat chez des gens qui, de fait, ont déjà plein de problèmes d'insertion, quoi. Je veux dire, moi, ma question, c'est comment faire? On met un pied à l'étrier aux gens pour que, de fait, ils ne renoncent pas à l'argent légal, ils ne renoncent pas au statut du travail. Je pense que c'est très, très important et qu'on ne peut pas... Voilà, je crois que cet exemple-là, ça me nie, hein, des jeunes qui s'étaient organisés pour faire qu'il y ait 200 personnes à qui ils aident sur la question de la solidarité alimentaire, mais à qui eux demandaient le volontariat rémunéré et à qui il n'y a eu aucune réponse. Je pense que c'est des vraies questions. C'est-à-dire comment, effectivement, on se sert de ces moments-là pour en faire des points d'appui du côté de l'insertion et du côté de la reconnaissance que les formations sont nécessaires pour aller plus loin, en fait, dans le champ du travail. Ben, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de travail, en France de façon générale, hein, pour se saisir de ce moment-là. Et les protocoles sanitaires ont apparu de façon générale comme une limite au travail qui était fait là, parce que ça a pris beaucoup d'énergie, hein, la mise en place des protocoles sanitaires chez les éducateurs et les animateurs. C'est énorme, énorme. Et dans les écoles, c'est énorme. En plus, ils étaient transformés en permanence, là, qui ne s'y retrouvaient pas. C'était très compliqué. Et puis alors, il y a autre chose qui s'est passé. C'était les gens dans les équipes qui, j'allais dire, n'étaient pas, eux, revenus en présentiel. Et qui, quand ils sont revenus en présentiel, avaient peur. Et là, il y a eu un effet dans les équipes de travail qui était très compliqué. Donc, écoutez, juste pour dire que nous, dans notre réseau, on continue aujourd'hui en faisant 6 monographies sur 6 villes différentes, avec une hypothèse de travail, c'est que les difficultés que rencontrent les habitants ont tendance à se condenser et que les gens sont de plus en plus face à des difficultés condensées immédiates. Et ça tombe sur le dos des professionnels de proximité qui ne savent pas très bien les décondenser, j'allais dire, pour les orienter vers différents types de réponses. Donc actuellement, on est en train d'interviewer des jeunes et des familles, des professionnels de proximité, mais aussi les directeurs de CCAS, les centres de santé, sur l'insertion professionnelle et puis la protection de l'enfance, pour voir en quoi les professionnels arrivent ou les familles se repèrent avec une demande sociale et pas seulement une réponse immédiate, j'allais dire, aux difficultés qu'ils rencontrent. Et je pense que ça, c'est une question extrêmement importante pour poser la question du développement. Est-ce qu'on peut encore faire du développement quand les gens sont dans la survie immédiate? Donc, comment on donne du temps au temps, de telle façon qu'on ne se colle pas qu'aux situations de survie des gens? Et pour travailler beaucoup au Brésil et au Sénégal, je peux vous dire qu'il y a des pays où c'est extrêmement difficile de sortir de la survie immédiate pour poser la question du développement. Ben, j'espère qu'en France, on ne va pas renoncer à la question du développement, mais qu'on va continuer à faire que le développement soit ceux des gens, des individus, des groupes, des territoires, et qu'on ne va pas se coller aux situations de survie, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous pour votre travail qui, je vois Patrick Lepage et plusieurs personnes applaudir. Donc manifestement, ça a résonné parmi les personnes qui sont sur le terrain. Et je vais donc passer la parole pour le Secours populaire. Vous avez cité le Secours populaire qui a beaucoup travaillé sur Paris. Le Secours populaire 76 et rouennais également a beaucoup travaillé. Donc je passe la parole à Daniel Boutout. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, nous avons beaucoup travaillé pendant le confinement, mais même déjà avant le confinement. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce que nous avons fait pendant ce confinement, je voudrais rappeler que le Secours populaire est
je vais y arriver, une association généraliste de la solidarité. Alors, quel sens on donne à ça? C'est que c'est vrai, les personnes qui sont en difficulté, qui poussent la porte d'une permanence du secours populaire, viennent nous demander une aide alimentaire. Pour nous, l'aide alimentaire, c'est effectivement important, c'est une porte d'entrée pour rencontrer les familles. Alors c'est important parce que c'est répondre à la demande évidemment des personnes en difficulté, mais nos orientations font que nous écoutons ces personnes, nous les aidons de façon inconditionnelle, c'est-à-dire que nous n'avons, alors quand je dis inconditionnel, je voulais dire sans barème, c'est-à-dire que nous ne fixons pas de barème pour décider une aide alimentaire ou une autre aide, d'ailleurs, je vais revenir après, et nous sommes dans l'écoute de la personne et de ses difficultés. Parce que avoir un barème, c'est toujours exclure les personnes qui sont juste au-dessus du barème et qui sont forcément dans des situations qui ne sont pas faciles. Et c'est aussi exclure des personnes qui ont un accident de la vie, parce que très souvent, les calculs de barème se font sur les mois précédents, les ressources des familles des mois précédents, et par cette pratique de barème, on exclut un certain nombre de personnes qui sont qui sont en difficulté. Donc, nous accordons des aides par l'écoute de la personne. Et à partir de cette écoute, et bien sûr, nous répondons aux urgences, qui sont, je répète, souvent de l'aide alimentaire, nous sommes dans l'accompagnement des familles. C'est-à-dire que l'entretien de la famille va durer un certain temps pour essayer de vérifier si les personnes ont accès à tous leurs droits. Donc ça, on peut quand c'est pas le cas, on peut renvoyer la personne, par exemple, vers l'assistance sociale, puisque notre mission, c'est pas de remplacer le rôle de l'assistance sociale, mais de compléter un petit peu ce rôle. Donc, on est dans l'accompagnement, sur l'écoute, et on essaye de proposer un certain nombre d'activités, d'initiatives qui vont permettre de répondre à des difficultés particulières de la famille. Je vais prendre un exemple très simple. Si on s'intéresse beaucoup aux enfants, et par exemple, on va s'intéresser peut-être à la santé des enfants, puisque nous avons des médecins au secours populaire qui vont les accompagner, qui vont orienter éventuellement des familles qui sont en difficulté de santé, vérifier que les enfants, par exemple, ont été vaccinés, donc des choses toutes simples. Et donc, on ne remplace pas évidemment le médecin, on ne fait pas une consultation médicale, mais le médecin est dans l'écoute et l'orientation. Et on peut proposer de l'aide aux devoirs, par exemple. On peut envoyer les enfants en vacances. De même que les familles, on va leur proposer des sorties, des activités de loisirs, de culture, de façon un petit peu à les sortir de leur quotidien et à leur permettre, comme tout le monde, l'accès au cinéma, au théâtre. On a des partenariats avec le Théâtre des Arts en particulier, mais aussi avec d'autres théâtres. On a des partenariats aussi avec le Musée des Beaux-Arts. Donc tout ça pour permettre de garder aussi le contact avec les familles et de répondre à des, je veux dire, à ce qui nous paraît important, au-delà des urgences, leur donner l'accès à tout ce que devrait avoir accès l'ensemble des familles. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que nous avons fait pendant le confinement? Alors, il se trouve que quand le premier confinement a été annoncé, je me souviens, je m'en souviendrai, c'était un mardi, on confinait un mardi, et dès le lundi, on a été contacté par des cantines scolaires, par des restaurateurs qui, voyant que les cantines allaient être fermées, que les restaurants allaient être fermés, et donc ce lundi après-midi, on a reçu énormément de produits frais. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on s'organise. Alors qu'on s'organise pour deux choses. Un, répondre, évidemment, continuer à répondre aux difficultés des familles, des personnes que nous suivons, et puis bien sûr écouler tout ce que nous avions reçu. Alors si je reviens sur l'aide alimentaire, les produits alimentaires que nous distribuons, nous avons plusieurs sources de produits. Là, une des ressources principales, c'est l'aide alimentaire européenne. C'est-à-dire que, comme les banques alimentaires, comme les Restos du Cœur et la Croix-Rouge, nous sommes bénéficiaires du Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FAD, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé pour 7 ans.
Donc, nous recevons tous les ans un certain nombre de tonnes de marchandises. Hein. On reçoit plus de 400 tonnes de marchandises qui sont exclusivement pour nous, le Secours populaire, des produits secs. Des produits qu'on peut conserver, qui ne sont pas de produits frais. On ne reçoit pas de produits frais. Alors si, il y a une exception, c'est qu'on reçoit de l'emmental. Mais en dehors de l'emmental, nous ne recevons pas de produits frais. Donc en dehors de ces produits, nous collectons régulièrement. Alors nous, on collecte dans des petites... des petits supermarchés, quand je dis des petits supermarchés, on collecte dans des supermarchés, genre Intermarché essentiellement, sur Rouen, quelquefois évidemment dans des supermarchés plus importants comme le Carrefour de la Vatine, mais on est plutôt sur des surfaces plus raisonnables. Donc on collecte régulièrement au cours de l'année. On collecte, on n'a pas contrairement aux banques alimentaires qui ont des collectes très ponctuelles en novembre et puis au mois d'avril, nous on collecte en fonction de nos besoins. Par exemple, sur Rouen, on va bientôt collecter, là, au mois de décembre, hein, je crois que c'est le 10 et le 11 décembre, pour des produits plus festifs au moment de Noël. Donc voilà nos ressources. Et puis, alors quand on collecte aussi des produits secs. Donc notre problème, c'est d'avoir accès à des produits frais. Parce qu'une de nos missions, c'est justement, on est complètement là dans le sujet du soutien à ces familles, c'est de les aider, c'est de leur apporter une alimentation, j'allais dire, équilibrée. Alors ça, c'est très compliqué dans la mesure où on n'a pas de produits frais. Donc, produits frais, on essaye d'avoir par ramasse essentiellement, et nos ramasses, elles sont très ponctuelles sur les petits supermarchés qui sont aux alentours de nos structures. Les banques, c'est vrai que sur les ramasses, on est très concurrencé par les banques alimentaires et par les Restos du Cœur. Donc nous, on ramasse plutôt dans les petites surfaces. Bon, c'est pas énorme, mais ça permet un apport de produits frais. Donc il se trouve que quand la date du premier confinement est arrivée, on s'est trouvé donc face à des produits frais en grande quantité. Et bien sûr, il a fallu qu'on s'organise pour répondre à la demande de nos familles. Donc, compte tenu évidemment des problèmes sanitaires et aussi compte tenu de l'âge des bénévoles, je fais partie évidemment des personnes qui sont considérées comme fragiles bien au-delà de 65 ans, il a fallu qu'on s'organise. Alors, merci effectivement tous les outils modernes que nous avons évidemment, pour nous organiser, beaucoup fonctionné en visioconférence et très rapidement, on a constitué, alors je parle de Rouen, mais enfin tout le monde s'est organisé de la même façon sur l'ensemble du département et même au-delà, puisque moi je suis très en contact avec le national, donc je sais qu'on a tous fonctionné dans les fédérations de la même façon. Donc on a constitué des équipes de bénévoles qui acceptaient de venir constituer des colis, parce que nous, l'aide alimentaire, on la pratique non pas sous forme de colis, mais sous forme de libre-service. C'est-à-dire qu'on a des surfaces suffisamment grandes pour organiser un libre-service avec des étagères, des produits. Alors bien sûr, on est obligé de se limiter sur la répartition des produits en fonction du nombre, de l'importance de la famille, mais les personnes ont la liberté de choisir les produits qu'elles souhaitent prendre. Bon. Donc là, c'était pas possible de fonctionner en libre-service. Donc, on a fonctionné de façon prise de rendez-vous. Alors, tout se faisait par prise de rendez-vous, ce qui est contraire à notre pratique, puisque notre pratique, c'est de dire venez quand vous voulez, à la fois au niveau de l'accueil et à la fois au niveau des libres-services. Là, compte tenu des problèmes sanitaires, on ne pouvait pas se permettre de voir arriver 10 personnes d'un coup. Bon, ce n'était pas possible. Donc, on a fonctionné sur rendez-vous, à la fois pour accueillir les personnes qui avaient besoin d'aide et quand même faire face à leurs besoins, et puis on leur donnait un autre rendez-vous pour venir chercher un colis qui était préparé. Donc nos bénévoles, les bénévoles qui ont accepté de venir participer à l'aide alimentaire venaient le matin préparer les colis pour les personnes qui avaient rendez-vous l'après-midi. Et l'après-midi, alors évidemment, le premier confinement, on a eu de la chance, il fait beau. On a
fait une distribution à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on avait mis une table à l'extérieur, au niveau de la porte du libre-service, et chaque famille venait récupérer son colis. Alors ça a été vraiment l'urgence alimentaire. Et c'est vrai qu'on a vu, on a aidé beaucoup plus de personnes. Hein. Alors en fonction des structures, on a eu des augmentations entre la moyenne sur le département, c'est plus de 40% d'augmentation hein, de personnes aidées. Et on a vu arriver des personnes qu'on n'avait jamais vues. Alors beaucoup plus de jeunes. Des étudiants, mais les étudiants, on les aidait déjà, mais on a vu arriver des étudiants qui ne pouvaient pas travailler, qui vivent avec peut-être des bourses, mais qui sont à la limite et qui travaillaient, qui ne pouvaient évidemment plus travailler. Donc, on a aidé beaucoup plus de jeunes, étudiants et pas étudiants, là aussi, des jeunes ou qui travaillaient en intérim ou qui faisaient des petits boulots et qui étaient privés de toute ressource. On a vu arriver des personnes qui travaillaient en intérim, qui n'étaient pas forcément des jeunes hein, et qui n'avaient plus de travail. Donc, on a vu des travailleurs aussi qui n'ont pas été aidés au niveau de l'État. Donc, on a vu évidemment, on a aidé des catégories de personnes qu'on n'avait jamais vues avant. On a vu des artisans arriver, alors plus tardivement, vers la fin du confinement, des artisans qui n'avaient plus d'activité. Voilà. Donc là, sur l'aide alimentaire, on s'est vraiment organisé très rapidement et ce qui nous a permis donc évidemment d'être assez performants. Or, il s'est trouvé que pendant cette période de confinement, le Secours populaire, il y a eu beaucoup de communication, à la fois locale et nationale, ce qui fait que nous avons reçu énormément d'aides financières, à la fois des collectivités locales et aussi des dons de particuliers. Et donc, on s'est interrogé sur, et ça a été vraiment une demande nationale, c'était de dire, profitons de cet argent pour, diversifier l'aide alimentaire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec des producteurs locaux, alors sur des fruits et légumes, et aussi sur de la viande, alors essentiellement des poulets, parce qu'on sait que les poulets, c'est quand même une viande qui est acceptée par pratiquement toutes les personnes que nous aidons. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec ces producteurs. Alors, c'est des producteurs que nous avons rémunérés. Donc là, on était vraiment sur l'aide. D'ailleurs, c'était un mot d'ordre du national de nous dire aider, soutenez les producteurs locaux. Et donc, on a développé toute cette activité. Alors, ça continue encore actuellement parce que c'est vrai qu'on a encore des ressources financières suffisantes pour continuer à travailler avec ces producteurs. Il y a certains, je pense en particulier un producteur de pommes de terre, mais je pense que c'est une histoire qui a été, médiatisée. C'est les producteurs de pommes de terre dont les principaux clients étaient les restaurants et qui avaient des excédents de pommes de terre qui n'arrivaient pas à écouler. Et on a reçu, effectivement, on a distribué quelques tonnes de pommes de terre. Et là, le producteur nous les a fournis gratuitement. Donc, on a eu quelques dons. On a encore quelques dons ponctuels de la part de certains des producteurs locaux, des maraîchers, mais on en a rémunéré et c'est très bien. C'était aussi faire de la solidarité avec eux. Donc voilà. Donc, l'aide alimentaire, elle s'est très rapidement organisée. Ensuite, nous, on avait l'habitude, évidemment, d'avoir plein d'autres activités. En particulier, on s'est beaucoup inquiété de notre campagne vacances parce que nous avons une très grosse campagne vacances aidée en particulier par le conseil départemental. Et donc, on s'est posé la question de savoir, d'ailleurs, on ne savait pas, personne ne savait si on allait pouvoir partir en vacances au moment du premier confinement. Comme nous sommes plutôt des gens un peu optimistes, nous avons continué à garder des relations avec les familles que nous avions prévu d'envoyer en vacances. Il faut dire que notre campagne vacances, nous, elle démarre en janvier. En janvier, on réserve des séjours dans des campings, sur la côte normande, en Vendée principalement, mais on a aussi des séjours à la montagne, à Valloire. Donc, on réserve tout en janvier, de façon évidemment à être sûr de pouvoir envoyer ces familles en vacances. Donc, comme on est très optimiste, on a gardé le contact téléphonique avec toutes nos familles pour les préparer à partir en vacances. On a bien fait, puisque à partir du déconfinement, on a pu
finaliser le départ de vacances et on est en train de terminer notre bilan vacances. C'est un peu plus de 700 personnes qu'on a réussi à envoyer en vacances. La seule, alors vacances famille, la seule difficulté qu'on a eue, c'est les enfants qu'on envoyait en colonies de vacances, les colonies ont été supprimées. En particulier, on a un partenariat avec Kinder dont le siège est à Mont-Saint-Aignan. C'est un de nos partenaires et ils nous offrent tous les ans des séjours de vacances gratuits pour un centre de vacances qui est dans le Tarn-et-Garonne. Et là, toutes les colonies de vacances, pas toutes, mais ont été annulées, sauf que quand il a été question des colonies dites apprenantes, on a réussi à envoyer une quarantaine d'enfants dans ces colonies. Alors, apprenantes, comme on dit, toutes les colonies sont apprenantes. Ils n'ont rien inventé sur les colonies apprenantes et il ne s'agissait pas de colonies où où les enfants allaient avoir, j'allais dire, des cours. Non, c'était la découverte de la nature, la découverte d'un certain nombre d'activités ludiques. Donc là, les enfants, on a réussi à envoyer quand même une quarantaine d'enfants, ce qui était quand même pas mal. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc là, on était très contents d'avoir su devancer et ces vacances et d'avoir envoyé toutes ces personnes en vacances. On a aussi envoyé, comme tous les ans, on envoie des seniors en vacances parce que les personnes âgées, nous, on a beaucoup de difficultés à avoir des contacts avec des personnes âgées. Alors, les raisons sont multiples. C'est quelquefois des personnes qui ont du mal à demander de l'aide, des personnes qui ont des petites retraites, elles ont du mal à demander de l'aide, elles peuvent aussi avoir du mal pour des raisons elles peuvent peut-être pas se déplacer, c'est pas toujours facile de se déplacer. Et donc, on a assez peu de personnes seniors que nous aidons. Mais on en a quand même un certain nombre et tous les ans, on organise 8 jours de vacances. Donc, elles sont parties, ces personnes, comme tous les ans, en Bretagne pendant 8 jours. En général, on les fait partir fin septembre, en dehors évidemment de la période d'été. Donc voilà, donc on était assez contents quand même assez contents de cette campagne vacances qu'on a réussi à mener. Donc pendant ce confinement, c'est vrai que ça a beaucoup changé notre façon de faire et en particulier comment on allait maintenir les activités qu'on avait d'habitude. Alors essentiellement, comment on allait maintenir le lien avec les enfants, puisque nous faisons de l'aide aux devoirs. Nous avons aussi des enfants bénévoles, puisque nous avons des clubs qu'on appelle Copains du Monde. Comment on gardait le contact avec eux? Eh bien, il y a des bénévoles qui ont continué à faire de l'aide aux devoirs par téléphone avec les enfants qu'ils suivent normalement. Donc, on a vraiment essayé de garder ce contact-là. On s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés, en particulier chez certains étudiants ou chez certains jeunes qui suivaient des cours chez eux avec des ordinateurs, le problème de la fracture numérique. Donc, c'est vrai que ça nous a été difficile de répondre, les besoins se sont fait sentir finalement quasiment après le confinement. Donc là, on est vraiment actuellement dans une démarche, là aussi avec des financements qu'on a obtenus, en particulier par le national et par la Maïf, qui a reversé à ses adhérents, a reversé 30 € par les personnes qui sont qui sont adhérents à la Maïf pour leur voiture. La Maïf leur a... J'arrivais pas à trouver le terme. Tu dis, Stéphane? Donc, la Maïf a reversé 30 € par voiture assurée, voilà, qui sont assurées la Maïf, ça y est, j'ai trouvé le mot. Donc, toutes les personnes assurées la Maïf. Voilà. Et la Maïf avait proposé que cet argent soit reversé au Secours populaire. Donc, comme je suis assurée à la Maïf, j'ai reversé 30 € au Secours populaire. Et donc, cet argent-là,
en fait, vient d'être reversé au Secours populaire et ça va servir à acheter des ordinateurs. Et donc, on est en train, avec donc, la connaissance qu'on a eue pendant le confinement et après le confinement, de familles qui avaient des difficultés qui n'avaient pas d'ordinateur et avec des enfants donc, qui étaient vraiment privés justement de cours à cause d'un manque d'ordinateurs. On en a équipé un certain nombre et on est en train de poursuivre cet équipement à la fois chez des enfants, chez des familles où il y a des enfants d'âge scolaire, alors plutôt collège, lycée, et aussi au niveau des étudiants. Donc là, on travaille beaucoup sur cette fracture numérique. Alors, l'autre souci qu'on a eu, ça a été… Patrick, Daniel, je te propose… Vas-y. Oui, je te propose de continuer la discussion et il y aura évidemment la possibilité de réintervenir par la suite. Est-ce que tu peux terminer juste là ton propos pour qu'on enchaîne ensuite, s'il te plaît? Alors, oui, alors attendez, je regarde parce que j'avais pris des notes, effectivement. Oui, notre difficulté, ça a été les contacts. On organise énormément de cours de français langue étrangère vis-à-vis des migrants. Et la grosse difficulté qu'on a eue, c'était de garder le contact avec eux. Ça a été extrêmement difficile. Donc, on a beaucoup travaillé avec les associations d'aide aux migrants pour en particulier leur apporter de l'aide alimentaire parce que souvent, ils n'ont pas voulu se déplacer. Donc là, on a aussi travaillé avec des associations d'aide. Voilà. Bon, je peux m'arrêter là. Après, bon, je pourrais répondre éventuellement à d'autres questions. Il n'y a pas de problème. On a jusqu'à 20h. Merci à toi pour ton propos très riche et on voit que le Secours populaire a été extrêmement mobilisé. Ça, c'est évidemment tout à fait incontestable. Alors là, on a eu le propos d'une association avec une majorité de bénévoles. Je voudrais passer maintenant la parole à Patrick Lepage, qui est directeur d'une entreprise d'insertion et qui, bien entendu, comme nous tous, a dû affronter et affronte toujours ce contexte Covid avec des salariés qui, à un moment donné de leur vie, étaient loin de l'emploi, reviennent vers l'emploi via une entreprise d'insertion et un jour, on leur a dit, alors qu'ils avaient peut-être été plusieurs années coupés de l'emploi, ils trouvent un boulot et on leur dit de rester confinés chez eux. Tout ça est quand même bien compliqué. Et donc, comment vous avez maintenu ce lien et comment vous avez affronté cette période? Patrick Lepage, tu as la parole. Merci Stéphane, bonjour à tous. Avant de commencer mon propos, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Daniel et au Secours populaire. Quand Daniel parle d'accueil inconditionnel, je trouve vraiment merveilleux le projet du Secours Pop, pas seulement en matière de conditions d'accueil des bénéficiaires, mais je trouve aussi, ce que j'ai découvert personnellement, par l'accueil des bénévoles, en donnant une place aux bénévoles, à tous les bénévoles. Et je trouve que cette pensée d'accueil aussi des bénévoles est quelque chose de vraiment chouette que ma fille a vraiment apprécié au Secours Pop. Et donc voilà, petit message et remerciement d'ailleurs sur le sujet. Parce que voilà, l'accueil inconditionnel, c'est pas rien à vivre et à penser pour l'ensemble des parties prenantes, c'est vraiment pas rien. Oui, donc quelques mots sur l'abeille avant d'entrer dans le vif de la question. On est une entreprise d'insertion qui est située tout près du rond-point aux Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui intervenons globalement dans la grande agglomération rouennaise jusqu'à Val-de-Reuil, Louviers, etc. Dans le domaine du second œuvre du bâtiment, que ce soit chez des bailleurs sociaux, notamment en logement occupé, et je vous laisse imaginer ce que c'était pendant la période de confinement, mais aussi pour des collectivités locales, et notamment pour la ville de Rouen. Alors, Daniel, je pense que ça bien que tu fermes ton… Voilà, super. Et donc la ville de Rouen qui a été un des partenaires importants au moment du redémarrage de l'activité. Donc effectivement, on a été confronté du jour au lendemain, comme tous, finalement, à un blocage mardi soir. On a décidé vraiment clairement, on a compris qu'on était concerné. En fait, ce n'était pas si clair que ça pour nous au démarrage. Et mardi, on a compris que mercredi, on n'ouvrirait pas, quoi. Donc c'était vraiment très, très violent et très, très court. Mais très rapidement, ça a été clair pour l'ensemble des salariés de l'encadrement de l'entreprise qu'il fallait qu'on reste prêt à redémarrer
aussi rapidement qu'on s'était arrêté. Et donc, on a réussi on a eu très vite la volonté de garder mobilisé l'ensemble des ressources de l'entreprise. Et donc, dès la semaine suivante, on a mis en place des systèmes de maintien du lien. Au début, un peu à l'arrache. Et puis, ça s'est très vite organisé avec la responsabilisation et la participation de l'ensemble de la hiérarchie, et notamment de postes qui, chez nous, s'appellent des conducteurs de travaux. C'est les gens des bureaux qui représentent un peu la direction, si vous voulez, par rapport aux gens de terrain, et qui se sont emparés de liens avec l'ensemble des salariés de l'entreprise, et donc qui très vite ont pris en charge, et on a fait une traçabilité par rapport à la mémoire dont parlait Joël. Très vite aussi, on a senti que c'était nécessaire de savoir, de se retourner, quand on se retournerait dans 6 mois, dans 1 an, d'avoir des traces. Et donc, voilà, on a des tableaux avec le nombre d'appels qu'on a fait avec chaque salarié de l'entreprise. Et objectivement, voilà, les conducteurs de travaux ont appelé les salariés 2 fois par semaine. C'est pas rien hein, en pratique, hein, quand on est en période où chacun gère ses propres problèmes perso et tout ça. L'équipe insertion, donc, qui est constituée de 4 personnes à l'abeille avec des fonctions différentes, mais dont 2 vraiment à temps plein sur l'activité d'insertion, ont aussi pris en charge un appel complémentaire pour chaque salarié en insertion qui donc était à contacter finalement 1 fois tous les 2 jours, hein, 3 fois par semaine. Et parce qu'il y avait un certain nombre de sujets d'insertion qui continuaient à être prégnants, les problèmes d'inscription sur amélie.fr, les problèmes de droit de ceci, et voilà, continuaient à être prégnants. Et donc, on a continué dès le démarrage, enfin, dès la semaine suivante, à accompagner par téléphone ces sujets-là. La question de la numérisation a été compliquée pour nous à 2 titres. À la fois au titre du bâtiment, on n'est pas le domaine le plus avancé en matière techno, et à la fois en matière d'insertion. Donc, dans la 2e semaine, on a rédigé une première newsletter. Pour l'anecdote, ça fait 10 ans hein, que je suis à l'abeille et que je veux créer une newsletter. Voilà. Et c'était toujours le mois suivant, et c'était toujours le mois suivant. Et là, en 1 semaine, on a rédigé une newsletter avec comme objectif de garder du lien, entre nous. Donc, on est très fiers d'avoir réussi à créer cette newsletter qui a été hebdomadaire pendant tout le temps du confinement, puis bimensuelle, et puis qui maintenant est mensuelle, à destination exclusive pour l'instant. Elle a été pensée comme ça, vraiment à l'arrache, et donc vraiment des salariés de l'entreprise. Par contre, la question de la diffusion a été un peu plus costaud, et on a commencé à vérifier tous les mails. On avait collecté, évidemment, à l'embauche, on collecte les mails des salariés. Est-ce qu'ils les lisaient vraiment, et comment refaire pour lire les mails. Donc, on a fait l'accompagnement salarié par salarié pour qu'ils arrivent à avoir accès à cette newsletter. Voilà, je pense qu'il y a eu une bonne reconnaissance de chacun des salariés par rapport à cet effort un peu global de contact avec l'ensemble des salariés pendant qu'ils étaient en confinement, d'autant que très, très rapidement, on a décidé de repartir. On a été dans les premières entreprises à repartir. Pour 2 raisons, Stéphane l'a dit tout à l'heure, ben voilà, il y avait des salariés parmi ceux de l'abeille qui avaient vraiment besoin. Je veux dire, il y a des gens qui ont repris des addictions, il y a des gens qui explosaient complètement à la maison au milieu de leurs 15 enfants. Enfin, voilà. Donc, il y avait vraiment des situations qui étaient vraiment compliquées et qui avaient besoin de retravailler. Et donc, il fallait qu'on ait du boulot. Et donc, il y a 2 structures, et je vais les citer parce que ça a été quand même des moments extrêmement compliqués. Les protocoles nationaux étaient en train d'être rédigés. Certains se réfugiaient derrière des signatures, machin, etc. Et c'était très facile de le faire. Hein. Bloquer le système, c'était très facile à ce moment-là. Et les techniciens de la ville de Rouen et ceux de Logicène ont été les premiers avec qui on a pu construire une reprise, et qui ont les premiers ont dit non, ben, l'activité, elle repart, et si vous êtes prêts à intervenir, vous intervenez. Et nous, de notre côté, on a réussi à repartir le jour où on s'est dit la question, ce n'est pas de repartir, de reprendre l'activité ou pas de reprendre l'activité. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est quelle partie de l'activité on peut reprendre. Et une fois qu'on s'est dit ça, eh ben, on s'est dit, ben, quand on intervient dans un logement, une personne dans la cuisine et l'autre dans le salon pour faire la peinture, finalement, le risque, il est nul. Donc, cette partie-là, on peut la reprendre.
Évidemment que aller travailler chez Madame Machin et refaire les murs de la cuisine pendant qu'elle est en train de faire le petit déjeuner pour les enfants, ce n'est pas possible en ce moment, évidemment. Ça, on verra plus tard. Mais il y a toute une partie de l'activité qu'on a pu reprendre. On a pu intervenir dans des écoles de la ville de Rouen. Pareil, les écoles étaient fermées. Quel était le problème pour intervenir très rapidement? Après, il fallait avoir les masques, il fallait avoir tout ça. Bon, ben, au début, on a des agréments amiantes, donc on avait un peu par chance acheté 70 masques amiantes. Donc on a commencé avec les gros machins, pas les petits masques légers comme on a maintenant. C'était vraiment le gros truc, quoi, hein. Donc c'était pas spécialement confortable, mais voilà. Mais on a pu repartir quand même avec un protocole qui a été expliqué à chaque salarié. Ça a été un moment important aussi. J'ai personnellement, puis le directeur de travaux, mais entre tous les deux, on a vraiment rencontré individuellement tous les salariés de l'entreprise. Et pendant longtemps, 1 heure et demie par salarié. Et ça a été un moment à la fois où nous, on transmettait le protocole, on expliquait le principe, mais où aussi c'était un moment d'expression individuelle de ce qui s'était passé pendant cette période-là. Alors ça, on n'en a pas la mémoire, on n'a pas notre prise de notes à chaque fois. Mais voilà, il y a eu vraiment des belles choses exprimées à ce moment-là, et des choses importantes d'écoute dans l'accompagnement des salariés. Voilà, pendant cette période de début de reprise et même avant, un peu de contribution par ailleurs aux besoins de certains territoires qui nous ont sollicité. Ouais, on a besoin de masques, oui, on a besoin de combinaisons, d'écrans, etc. Donc, mais pas des masses. Honnêtement, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a donné une centaine de combinaisons, autant de masques et puis une quinzaine de mètres carrés d'écran. Mais voilà, c'est pas des choses vraiment importantes en volume. Voilà. Donc l'activité a repris très progressivement et ça n'a pas été simple de faire matcher en fait les demandes des clients et les demandes et le degré d'ouverture des salariés à reprendre. C'est-à-dire qu'au début, alors il y avait quelques salariés qui étaient vraiment demandeurs, qui disaient j'explose, il faut que vous me trouviez du boulot. Et en face de ça, donc on a pu, en face de ça, trouver un petit peu d'encadrement et puis quelques chantiers. Donc, on a pu recommencer. Et après, chaque semaine, on essayait de trouver un nouveau chantier et puis 3-4 salariés qui puissent y aller. Et puis, de semaine en semaine, on a grossi. On a repris pour pouvoir arriver à la mi-juin avec une activité à 100% de l'activité. Donc, c'est que de manière très progressive qu'on a pu reprendre pour arriver aujourd'hui à une activité à 100%. Je voulais insister pendant cette période-là sur le travail qu'on a fait avec l'adresse, parce que dans la solitude, il y a la solitude des salariés en insertion, il y a aussi celle des entrepreneurs, et des entrepreneurs sociaux en particulier. C'est un niveau de responsabilité dans ces moments-là énorme, quoi. Et donc, très vite, on a pu mettre en place des moments d'échange, des webinaires sur des sujets très, très opérationnels, très précis, et qu'on a pu faire, et donc on a pu avoir entre 15 et 30, selon les webinaires, hebdomadairement, de chefs d'entreprise. Et c'était des moments importants d'échange et de soutien, parce qu'il y a des moments où on était dans la panique, et puis il y a des structures qui s'en sortaient financièrement très bien, parce qu'en fait, c'était des moments d'opportunité de plus d'activité, et puis d'autres, c'était la grande catastrophe. Et donc, voilà, arriver à accompagner tout avoir des moments d'échange, ça a été quelque chose de très précieux dans lequel l'abeille, mais pas seulement, s'est investi. Donc aujourd'hui, on est à 100% d'activité. On essaye, excusez-moi, j'ai un peu vite, hein, mais vous me proposez encore quelques minutes. J'ai encore quelques minutes, mais j'essaie de… Voilà, d'accord, super. C'est gentil, Stéphane. On essaye on a bien compris qu'il y avait une génération qui était quand même particulièrement touchée, toutes celles qui arrivent dans l'emploi ou dans les fins de formation ou dans les débuts d'apprentissage et qui est vraiment particulièrement en difficulté en ce moment. Et donc, on a décidé de faire un effort particulier d'accueil de stagiaires, ce qu'on faisait relativement peu en se disant, on fait déjà notre boulot, notre contribution à la société par l'insertion, c'est déjà pas mal. Donc, on accueillait peu de stagiaires. Il se trouvait qu'on a créé un espace de coworking dans l'entreprise qui s'est terminé pendant le confinement d'ailleurs et qui nous permet d'accueillir aujourd'hui un peu plus de monde. Et donc, on accueille un peu plus de stagiaires et des apprentis comme on n'en a jamais eu, hein. Il y a 2 ans, on avait 0 apprenti. Aujourd'hui, à la seconde présente, on en a 4 et je pense qu'on en aura un 5e rapidement.
Alors, c'est à toute petite échelle, hein, on est 80 dans l'entreprise et 35 salariés en insertion, mais voilà, c'est ce qu'on peut faire à notre échelle. Et on a en ce moment 4 stagiaires, pareil, alors que il y a 2 ans, on en aurait eu 0, 1 au maximum. Donc voilà, donc un effort significatif en la matière. Et je voulais vous partager aussi la prégnance quand même encore de tout ce qui se passe et la difficulté dans les relations euh, en interne à l'entreprise, à la fois pendant le confinement dur, on va dire, le premier, où en visio, une petite vanne, on ne voit pas le visage, on ne voit pas le corps, et la petite vanne prend des mesures pas tout à fait maîtrisées. Et même maintenant, entre télétravail, entre ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont là, ceux qui, on n'ose pas trop prendre le café ensemble, etc. Et donc, tout le lien, il n'y a pas eu de barbecue cet été, il n'y aura pas de repas de Noël, tout ce lien est très compliqué, n'existe plus, et donc il faut trouver des moyens différents pour arriver à recréer ce lien social qui est le fond du projet de l'entreprise. Dans notre projet d'insertion, notre projet social, la bienveillance et la relation est un des 4 fondamentaux du projet social. Donc voilà, un gros sujet autour de cette relation. Et juste pour finir, l'avenir, on a parlé beaucoup du monde d'après, on se disait en aparté dans les petits messages, nous, ça ne change pas grand-chose, le monde d'après, on essayait déjà d'inventer avant, donc le monde d'après, ça nous confirme forte juste dans le fait que il y a vraiment un besoin de changer d'échelle, il y a besoin d'aller, d'en mettre 10 fois plus dans toutes ces initiatives, ces micro-initiatives qu'on a chacun. Et donc, aujourd'hui, de quoi on a besoin? Évidemment, on a besoin de moyens, évidemment, on a besoin mais on a surtout et avant tout besoin de porteurs de projets. Mesurer bien, en fait, des gens, des entrepreneurs capables, même s'ils ne savent pas encore qu'ils en sont capables, mais qui vont découvrir en se confrontant à la réalité, capables de porter des projets, de prendre les risques. J'ai vu qu'il y avait des porteurs de projets là dans l'assistance. Voilà. C'est des moments où on a vraiment besoin de personnes qui aient la possibilité et qui soient prêtes à se dépouiller au service de la société, au sein de projets de l'entrepreneuriat social, mais au sein d'autres initiatives aussi, pas seulement. Merci Patrick pour ton propos qui prouve bien la mobilisation de l'économie sociale et solidaire qui finalement, peut-être plus que d'autres, c'est pas de la prétention, c'est juste que l'économie sociale et solidaire va souvent dans des secteurs qui n'intéressent pas l'autre économie, sans aucun mépris, mais en tout cas parce que c'est pas considéré comme rentable. Et donc, c'est vrai que l'ESS a toujours été habitué finalement à être résiliente avant l'heure et finalement, elle a été confrontée tout de suite à quelque chose, quelque part qu'elle connaissait déjà un peu et donc elle a été inventive. Et si les centres sociaux, les associations, les entreprises d'insertion se sont mobilisées, les collectivités, bien entendu, aussi se sont mobilisées. Et là, je passe la parole à Caroline Dutartre, adjointe au maire chargée des solidarités à Rouen, qui va pouvoir nous expliquer ce que la ville a pu mettre en œuvre pour soutenir et pour proposer aussi, et être aussi, elle, résiliente face à cette situation complexe pour aider tout simplement les populations. Caroline, tu as la parole. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et tous. Et avant de parler du rôle de la ville, je voulais quand même revenir sur le rôle des associations parce qu'elles ont tenu un rôle fondamental à mes yeux pendant toute la période. On l'a vu, ça vient d'être illustré. Elles ont été très présentes pour faire face à la fois aux besoins fondamentaux, mais aussi à l'isolement des personnes. Elles ont été réactives, solidaires, innovantes et responsables. Réactives dans leur capacité très vite à s'organiser pour faire face aux besoins dans un contexte sanitaire compliqué et avec moins de bénévoles disponibles. La poursuite de la distribution alimentaire a très rapidement pu être assurée partout et les maraudes se sont poursuivies, voire amplifiées. Des entreprises d'insertion, ça a été dit, sont intervenues pour le nettoyage de nos écoles.
Donc, ce sont aussi des associations qui ont été solidaires et le Secours populaire en est un très bon exemple puisqu'il a ouvert pendant la période ses entrepôts aux autres associations. Donc, les associations ont su mettre aussi leur capacité en commun pour s'entraider dans la période. Et je pense que la plateforme solidaire qui a été mise en place par la métropole pendant le confinement a, je crois, été utile dans cette période. Donc, les complémentarités, les coopérations entre les associations se sont développées. Chacun a bougé ses lignes devant l'urgence et les postures se sont modifiées. Alors, ces associations, elles ont aussi été innovantes. Elles ont mis en place de nouveaux services. Je pense par exemple à la Croix-Rouge qui a proposé un service de livraison de courses et de médicaments, ou encore Rouen Senior, hein, qui est la grosse association rouennaise pour les seniors, qui, en lien avec la Maison des Aînés, a formé et propose aujourd'hui des activités via Zoom aux seniors de la ville. Des activités à la fois de conférences, mais aussi des activités de bien-être. Enfin, elles ont été responsables, et c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, et ça a toujours été le cas, hein, mais particulièrement responsables dans la période parce que particulièrement vigilantes à protéger à la fois leurs bénévoles et leurs salariés et à faire respecter les gestes barrières. Toutes ces associations, elles ont été beaucoup aidées par de nombreux citoyens dans la période qui se sont manifestés spontanément, ont bien sûr participé à la lutte contre l'isolement. Et tous les réseaux de solidarité se sont activés, les réseaux associatifs, les clubs des anciens, les réseaux de voisinage, les réseaux institutionnels, les centres sociaux, les MJC, les bailleurs sociaux, les services de la ville, bien sûr, et de la métropole. Autour de 3 grands axes. Un axe autour du soutien à la scolarité, hein, dans une période où les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc, la prévention spécialisée, par exemple, nos coordinateurs du programme de réussite éducative se sont particulièrement mobilisés pour contacter tous les élèves de la ville connus, repérés en tout cas, pour avoir besoin de ce soutien spécifique. Le centre social, par exemple, de la rive gauche a mis en place un tuto pour les élèves du classe, donc pour l'accompagnement à la scolarité. Alors, sur la lutte contre l'isolement, ça a été aussi l'appel de tous les travailleurs sociaux, hein, les travailleurs sociaux qui, comme vous le savez, suivent malheureusement beaucoup trop de personnes sur la ville, qui ont systématiquement contacté toutes les personnes qu'elles connaissaient pour prendre des nouvelles et recenser les besoins en termes d'accompagnement. Ça a été aussi un gros travail avec les gardiens d'immeubles, hein, et avec les bailleurs sociaux pour effectivement veiller à ce que, au maximum sur toute la ville, eh bien, une attention soit portée à tous les locataires et à toutes les familles qui auraient eu besoin d'aide. Et puis, on l'a déjà évoqué, hein, la réponse aux besoins fondamentaux au travers de l'aide alimentaire, mais aussi effectivement des gels, des masques. Et puis au-delà, et ça a été dit tout à l'heure par Madame Bordet, veiller à ce que, par exemple, les jeunes, les élèves aient des équipements informatiques pour pouvoir suivre leurs cours à distance, mais aussi, des livres, par exemple, pour pouvoir continuer à s'ouvrir aussi sur l'extérieur et à rêver. Alors, la ville, via la direction de la solidarité de la cohésion sociale dans la période, a joué, je crois, pleinement son rôle de coordination, d'écoute et de soutien aux associations, son rôle d'alerte auprès des services de l'État et du département. Je pense notamment à la situation des mineurs non accompagnés. Son rôle également dans la mise en relation de bénévoles avec les associations. Des citoyens bénévoles qui ont été nombreux et qui sont toujours prêts à se mobiliser. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une plateforme, l'Armada des Rouennais-Rouennaises solidaires, qui recense les propositions de bénévolat
comme les besoins d'aide, qu'ils soient associatifs ou individuels. Aujourd'hui, on a quelques 250 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme et qui sont venues renforcer l'action associative sur la ville ou qui ont, par exemple, proposé des locaux aux étudiants, je pense aux étudiants de l'école des Beaux-Arts, qui avaient besoin de locaux puisqu'ils ne pouvaient plus accéder à leur salle de classe. Depuis hier, par exemple, Stéphane l'évoquait tout à l'heure, de jeunes associations comme la FEDER et la Meltinerie collectent des dons qui sont proposés par ces mêmes bénévoles à l'hôtel de ville et qui vont être redistribués aux étudiants et aux associations d'aide aux migrants. Et pour faire face à l'isolement des personnes âgées, nous avons renforcé et créé notre fichier canicule, entre guillemets, en créant un nouveau service qui s'appelle le plan d'alerte sécurité senior, qui compte aujourd'hui plus de 1000 inscrits et qui nous permet de maintenir le lien et d'accompagner au mieux toutes les personnes, les seniors, isolés, vulnérables sur la ville, et ce en partenariat avec des associations qui sont formées à l'écoute, par exemple. Donc la période, on le sait, a vu aussi l'augmentation des violences intrafamiliales. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons augmenté notre soutien financier au CAPS, qui gère une plateforme d'écoute pour les femmes victimes de violences et qui avait besoin d'élargir ses créneaux horaires. Donc la période a vu également de nombreuses associations se créer, notamment dans le champ des solidarités. J'en ai encore reçu une hier. Et les jeunes sont particulièrement mobilisés et c'est une excellente nouvelle. Les besoins ne cessent de croître dans la période et nous accompagnons au mieux le développement des associations et soutenons financièrement ainsi que la métropole, celles qui sont en difficulté face à l'augmentation des demandes notamment. Alors évidemment, la période est particulièrement difficile. Elle aura des conséquences économiques et sociales importantes. Mais cette période, je trouve, est aussi particulièrement riche de sens dans la proximité. Nous avons à Rouen une richesse associative et une mobilisation de tous les acteurs extrêmement importante. Nous avons de nombreux bénévoles. Et moi, je crois qu'en 6 mois, je n'ai jamais eu autant de responsables associatifs ou institutionnels au téléphone, dans des échanges fluides, parce que, en fait, seule la gestion de l'urgence et l'intérêt commun s'est imposée à nous tous. Miraculeusement, tout paraît beaucoup plus simple parce qu'on va finalement à l'essentiel. Alors, je crois qu'on a été collectivement innovants, réactifs, solidaires, et je pense qu'on peut collectivement en être fiers. Alors, moi, j'ai un souhait à émettre, c'est de pouvoir finalement poursuivre dans ce sens-là, évidemment, dans le sens d'un renforcement de la co-construction des politiques de solidarité avec les associations, bien sûr, et en incluant, bien évidemment, toutes ces personnes bénévoles qui se manifestent aujourd'hui pour rendre service et aider en fonction de leurs compétences. Voilà. Merci. Merci, Caroline. Y a-t-il des prises de parole, des questions? Moi, il me semble que là où nous en sommes, on a pu démontrer sans naïveté, vous avez tous décrit des situations à la fois des moments très difficiles pour les familles et en même temps cette capacité de résilience un peu collective aussi. Donc, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure on va être capable collectivement de construire ce monde d'après et de garder tout ce qui a été de positif dans cette période de Covid et comment finalement on s'organise pour le faire. Je sais que je pose une vaste question et je la pose parce que je n'ai pas la réponse, hein. Mais c'est collectivement qu'on travaillera à ça, car je ne suis pas certain qu'on ressorte de la même façon
qu'avant mars. Donc ça a forcément produit des choses, le système a bougé et donc à nous d'inventer des espaces de discussion quand on pourra reprendre cette discussion au-delà de la visio, parce que c'est bien la visio, ça a permis le lien, mais ça nous empêche quand même ce lien humain fraternel et on ne peut pas trinquer, on ne peut pas même s'engueuler calmement, mais en tous les cas, ça a aussi ses limites. Donc peut-être, je ne sais pas, Joël Bordet, est-ce que vous auriez des pistes à mettre sur la table, qu'on travaille collectivement, bien sûr? D'abord, je voudrais vous féliciter pour avoir organisé ce temps parce que il n'y a jamais plus précieux que d'entendre les gens qui font les choses et qui sont dedans et qui les portent. Et je pense que la diversité des points de vue là, que vous avez portés et aussi le point de vue de Madame Lélus est vraiment important parce que je crois que la question de l'échelon local va être très, très important. Qu'est-ce qu'on va tenir effectivement de cet apprentissage? Il ne faudrait pas, je pense, que ce soit une parenthèse, d'ailleurs ça ne pourra pas l'être, mais on est quand même à la croisée des chemins entre un renforcement de l'individualisme et d'une société très inégalitaire, et puis effectivement une société solidaire, mais pas que sur le bénévolat. J'insiste sur le fait que je pense qu'il ne faut pas renoncer au développement, et il ne faut pas aussi, enfin je pense que plus que jamais il faut écouter les habitants eux-mêmes. Je pense que j'ai toujours pensé ça, mais c'est vrai que je pense que mettre en débat et permettre aux gens de parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont créé, je crois que la question aussi c'est pas seulement c'est pas une question d'éducation, ça, hein, c'est une question de dignité, c'est une question de se ressaisir de ce qu'on a fait, c'est une question de mettre des mots là où effectivement on a fait des efforts collectifs et d'avoir des gens comme moi, comme d'autres, qui sont un peu les interprètes sur la longue durée de la vie dans les quartiers populaires, moi, j'ai qu'un boulot, c'est de produire du vocabulaire. Je ne sais faire que ça. Et donc, mais je pense quand même que la question des positions méta, c'est-à-dire quand on a fait des gros efforts, d'avoir effectivement des gens qui viennent vous voir et aussi des responsables politiques, des responsables stratégiques qui disent on ne peut pas faire à votre place. Et vous avez inventé des choses. Alors maintenant, on va le partager ensemble parce qu'on ne va pas le laisser tomber. Alors plus que jamais, si l'empowerment a un sens, il est du côté des habitants. Et aussi, je pense que souvent je pense aux enfants. Comment les enfants se parlent ce qu'ils ont vécu? Comment les enfants parlent aujourd'hui quand on a 6 ans, 8 ans, 10 ans de cette période-là? Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour eux? Comment ils ont vu leur relation avec leurs copains? Comment ils s'en sont débrouillés? Et pas pour une question éducative, mais quand on parle de résilience, quand on prend le terme de M. Cyrulnik, là, il faut l'habiter. Ça veut dire effectivement que des enfants aux plus vieux, là, on a le droit de penser ce qu'on a traversé. Et je crois que là, il y a vraiment un enjeu de prendre le temps, après, de ne pas aller tout de suite sur la crise sociale va être dure. Moi, je pense, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'entends. Mais je pense qu'il ne faut pas se fixer que là-dessus. Il faut aussi se fixer sur tout ce que les gens ont à dire de ce qu'ils ont traversé, là, les 80 lettres que les jeunes se sont envoyées, là, de correspondance, là. Mais je vous assure, c'est trop émouvant. Le gars du Sénégal, qui veut dire un type formidable, qui écrit à son copain, qui ne connaît pas d'ailleurs, ukrainien, toi, mon frère, nous, on est la génération Covid. Eh bien, nous, on va faire le monde. Voilà. Ils y sont déjà. Ils y sont déjà. Et comment ils vont faire le monde? Comment cette génération va prendre les enjeux du climat? Comment ils vont prendre les enjeux de la planète? Où est-ce que nous, dans notre génération, on va être avec eux? Comment est-ce qu'effectivement, eux, ils vont être capables de penser des choses que nous, on n'est pas capable de penser? Eh bien, le vécu de la crise, là, il faut vraiment mettre des mots dessus, quoi, et les mettre avec eux. Donc, voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est prenons le temps d'écouter, travailler, mettre des mots et faire confiance, quoi. Moi, je suis admirative de ce que les gens dans les quartiers populaires, ils inventent. Une chose, j'aurais envie de dire quand même, je suis inquiète des lois qui passent aujourd'hui. Je suis très inquiète de la loi sur le séparatisme. Je pense qu'on n'est pas dans un moment où il faut faire du tout de la suspicion de cette façon-là. C'est le moment d'être au contraire dans la valorisation de ce que tout, qu'ils soient musulmans, pas musulmans, je m'en fous, moi. La question, c'est effectivement de valoriser les gens des quartiers populaires, de valoriser l'éducation populaire.
tous ces professionnels qui mouillent leur chemise, tous ces professionnels issus de l'immigration qui savent plus où se mettre actuellement. Je veux dire, mais comment on va faire, quoi? Donc là, on a un enjeu aussi, hein, c'est de ne pas plonger sur le sécuritaire de l'immatériel, pour reprendre l'expression de mon copain philosophe de la LDH. Et là, on a un enjeu. Donc, vous voyez, je crois qu'on a du pain sur la planche, mais merci de m'avoir donné la parole. C'était tout à fait passionnant d'entendre les regards croisés de l'effort collectif. Merci. Merci à vous. On a encore un peu de temps, donc il est tout à fait possible de continuer notre discussion. Je vois Sophie Courtois de la ressourcerie Résiste. Vas-y, Sophie. Oui, bonsoir à tous. Déjà, je voulais vous remercier et remercier encore Stéphane et la ville de Rouen d'avoir organisé ces webinaires parce que c'était vraiment passionnant. C'est le 3e de la semaine auquel j'assiste. Et ça fait énormément de bien parce que, comme Patrick l'évoquait tout à l'heure, sur la solitude des entrepreneurs et en ce moment, on se mange des visios pratiquement H24 et il a fallu maintenir le lien avec nos salariés, avec les publics qu'on reçoit, etc., etc. Et puis, je voudrais dire le bien que ça me fait d'entendre Joël Bordet qui met des mots justement sur tout ce qu'on a ressenti et toujours en partant du pouvoir d'agir des habitants. Et quand j'entends le témoignage du Secours populaire ou de Caroline Dutartre et que je vois en effet ce pouvoir d'agir des habitants, plus que jamais, je veux en effet que ces webinaires ne soient pas qu'une parenthèse du mois de l'ESS, mais qu'il y ait un réel travail en profondeur de ce pouvoir d'agir des habitants. Parce que elle parlait des enfants. Moi, je suis grand-mère et j'ai un petit-fils de 11 ans à qui j'ai dit, mais tu sais, ça va se terminer cette pandémie et bientôt tu vas enlever ton masque. Il est en 6e, il a son masque toute la journée au collège. Mais il m'a dit, mais mamie, il va falloir que je m'habitue à vivre avec des pandémies toute ma vie parce que le climat a tout saccagé la planète. Et ça, c'est les phrases d'un petit garçon de 11 ans. Et je suis pas sûre que ça soit le seul qui le pense. Donc, en effet, on a cette responsabilité, nous, nos générations, de pas avoir agi contre ce système capitaliste, consumériste, et redonner en effet la parole à ces jeunes et à ces enfants. Et on est les acteurs on est les acteurs sur les territoires. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler en profondeur, quoi. Et j'étais vraiment ravie de la richesse de cette soirée. Merci beaucoup. Merci Sophie. Alors, il l'a dit avec ses mots, mais c'est surtout l'être humain qui a abîmé la planète et qui a déréglé le climat par ses actions irréfléchies. Et peut-être que ça aussi, les gens ont peut-être petit à petit compris que eh bien, cette pandémie, elle vient de quelque part. Voilà. Il y a des débats, et c'est bien le résultat de l'action de l'homme. Et donc ça, forcément, sur le long terme, on va devoir en prendre en compte. Et cette jeune génération qui est celle qui a beaucoup bousculé, y compris ma génération, mais celle d'avant, et qui a organisé les manifs sur le climat, c'est la génération, c'est les ados de 15-20 ans qui ont organisé ça. Et qui ont fait prendre conscience à leurs parents et leurs grands-parents que la route qui avait été prise n'était pas nécessairement la bonne. Et donc, effectivement, cette jeunesse, il faut qu'on continue et qu'on l'écoute, à mon avis, davantage. Quelles que soient les classes sociales d'ailleurs, ils ont des choses à dire. Je voudrais juste rajouter quelque chose, hein. Enfin, je suis entrepreneur, j'ai aussi été éduc de rue. Moi, je suis de toute façon très très optimiste et je ne baisse pas les bras. Et je pense que toutes les personnes qui ont été là ce soir, c'est le cas. Tous ceux qui nous ont écoutés aussi, c'est le cas durant ces quelques jours. Et c'est justement cette force. C'est qu'on a toujours envie d'agir et que on arrive aussi, comme Joël, elle le fait avec ses conférences, etc. C'est d'impulser et de continuer d'y croire. Et comme Caroline le disait, il y a une réelle force, il y a des associations qui se créent
les jeunes d'Hazard qui font cette distribution alimentaire tous les vendredis dans la ville de Rouen. Pendant le premier confinement, moi j'avais des intermittents du spectacle qui pouvaient pas travailler, qui venaient à Résis pour chercher des tissus pour fabriquer des masques. Donc je trouve en effet que cette pandémie, elle a développé en effet des capacités de solidarité et d'intervention, et qu'il y a quand même une partie très optimiste malgré tout, malgré le contexte. Bien, bah écoutez, il est 20 heures. Nous allons donc terminer, Sophie, sur tes propos. Alain Gousseau, tu disais que tu étais d'accord ou tu voulais prendre la parole, Alain? Comme c'est Alain qui avait proposé initialement cette thématique, si tu veux prendre la parole, Alain, tu l'as pour… il est 20 heures, tu as au moins une minute. C'est gentil, Stéphane, merci. D'abord, merci à tous ceux qui ont apporté témoignage, parce que ça prouve la richesse des solidarités qui s'est mise en place. Et moi, je voudrais revenir sur deux choses qui m'ont intéressé. C'est la créativité que les gens ont été capables de développer pendant cette période-là. Et la deuxième réflexion, c'est par rapport à cette question du bénévolat et de la rétribution. Je pense que quand on a mis en place les entreprises d'insertion il y a maintenant plus de 40 ans, l'idée c'était de permettre à ces gens dans les quartiers populaires de retrouver par cet espace intermédiaire, comme elle s'appelait au démarrage, une capacité à entrer dans le monde du travail. Aujourd'hui, je pense qu'on est en obligation d'inventer d'autres formes de participation à l'économie du pays, et je pense que le projet que la ville porte sur territoire zéro chômeur devrait s'inspirer de toutes ces créativités qui ont eu lieu pendant le confinement pour penser des emplois de demain qui ne seront pas des emplois qui seront à la petite semaine, mais qui au contraire apporteront dans l'ensemble des quartiers de la métropole, j'allais dire, cette capacité à la solidarité, au lien social. Et je pense que là, il y a une piste par rapport à la question que Joël posait tout à l'heure, de réfléchir à d'autres formes d'entrepreneuriat que ceux que ma génération a mis en place. Merci, merci. Alors, c'est toi, Cora, le mot de la fin. Donc, je vous invite demain pour le dernier webinaire. Et finalement, quelque part, le Covid est arrivé par l'assiette. Donc, il y a forcément un sujet. Et donc, demain, vendredi, donc 4 décembre, nous avons notre dernier webinaire. Le titre, c'est de la fourche à l'assiette pour une sécurité sociale de l'alimentation. C'est le réseau normand des AMAP qui propose cette discussion, et nous aurons la chance d'avoir Mathieu Dalmet, qui est ingénieur sans frontières et intervenant sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui nous fera donc une conférence gesticulée sur cette thématique avec Benoît Leclerc, qui est le coordinateur du réseau, le co-coordinateur du réseau des AMAP, Grégory Lamarre, qui est directeur de l'association Intermède Emploi, qui développe un projet sur Rouen extrêmement intéressant, et Yves Sauré, qui est délégué au bureau de la métropole, élu en charge de l'alimentation, et Jean-Michel Bérégovoy, qui est adjoint au maire de Rouen en charge de la résilience. Et donc, je vous invite toutes et tous demain à conclure cette semaine par la participation à ce débat. Et évidemment, je reprends la conclusion d'Alain Gousseau, effectivement, la démarche zéro chômeur qui tente à se développer, et peut-être une possibilité de débouchés positifs qui réunissent les énergies et qui fassent que tout le travail positif qui est sorti de ce confinement trouve peut-être un débouché, et qui nous fasse collectivement travailler à la construction d'une économie sociale et solidaire, et à la nécessité que chacun puisse trouver la place qu'il mérite et qu'il a besoin d'avoir dans cette société. Et donc, effectivement, c'est une piste. Donc, je vous souhaite bonne soirée, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à tous et merci pour cette belle soirée.